Bonsoir Justine. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. L'avertissement des officiels américains, c'est la Russie qui veut lancer sa, entre guillemets, grande annexion. Oui, rappelons d'abord les positions russes en Ukraine. Cette carte, elle bouge très peu ces derniers jours. Les Russes progressent peu. Et si Kiev espère reprendre un jour certains de ses territoires occupés, eh bien, vous le disiez, Moscou décide de les verrouiller en les annexant définitivement. D'ailleurs, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, le confirme lui-même et il affiche clairement les ambitions de Moscou. Écoutez-le. Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво. Bon, concrètement maintenant, quelle est cette méthode ? Eh bien, elle est écrite noir sur blanc dans un manuel d'annexion que les Russes ont commencé à distribuer en territoires occupés. Manuel établi en 2014 pour annexer la Crimée. On peut résumer le plan en 3 étapes. La première, c'est la russification et ça passe par des mesures administratives très officielles, notamment l'installation du rouble comme monnaie, l'obligation d'abandonner son passeport ukrainien au profit d'un passeport russe, c'est-à-dire changer de nationalité, et l'installation d'administration russe. Et ce schéma, eh bien, c'est à Kherson qu'il est le plus frappant, première et seule grande ville ukrainienne aux mains des Russes, avec l'installation début juillet, non pas d'un Ukrainien pro-russe, mais bien d'un Russe, Sergueï Yeliseyev. Il est à la tête du gouvernement de la région et c'est un ancien du FSB. Ces images que vous voyez, c'est ensuite Moscou qui a pris le contrôle des tours de diffusion, c'est-à-dire que la télévision russe est désormais diffusée dans toute la région. Et vous le voyez, les passeports russes sont délivrés à tour de bras. C'est aussi le cas dans d'autres villes, Melitopol, Donetsk ou encore Volnovara notamment. Et puis, on a aussi repéré les signaux faibles, parfois racontés par les Ukrainiens eux-mêmes sur les réseaux sociaux. À Mariupol, désormais, contre le Covid, le vaccin russe Sputnik est obligatoire. Les séparatistes pro-russes ont pris également le contrôle du port et nationalisé une bonne partie des navires qui s'y trouvaient. Le plan, c'est de tout reconstruire et de relancer son activité. Les biens de l'État ukrainien sont également confisqués pour être nationalisés, c'est-à-dire qu'ils sont transférés, je cite, à la propriété du peuple russe. Et c'est aussi le cas dans d'autres villes comme Zaporijia. Russification en marche aussi dans le domaine du sport. La Russie compte lancer une ligue de football pour les territoires occupés et les territoires entre guillemets amis. Et cette ligue, elle devrait inclure la Crimée, les républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, et les régions de Kherson et de Zaporijia. Et l'étape d'après, c'est le verrouillage par les urnes. Exactement. Une fois la population largement russifiée, c'est l'organisation de référendums, en clair, faire avaliser le rattachement à la Russie par le peuple. C'est ce qu'il s'est passé pour la Crimée en 2014. Vous le voyez sur ces images, avec un soutien massif de 97% des électeurs en faveur d'une annexion à la Russie. Eh bien, les autorités installées par Moscou dans la région de Zaporijia annoncent vouloir organiser un scrutin dès le début de l'automne. D'autres régions devraient également suivre rapidement. Et comme en Crimée, eh bien, on craint des fraudes massives pour s'assurer du résultat du scrutin. Et vous l'aurez compris, la troisième et ultime étape, c'est l'annexion officielle. Et là encore, exactement dans la même logique que pour la Crimée. Et la Maison-Blanche prévient par la voix de John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité, ils ne les laisseront pas faire. Écoutez. Annexation by force would be a gross violation of the UN Charter, and we will not allow it to go unchallenged or unpunished. We're also going to continue to expose Russian plans so the world knows that any purported annexation is premeditated, illegal, and illegitimate. And we are sanctioning the Russian-installed puppets and proxies in areas of Ukraine that are under Russian control. Pourquoi ces mots? Pourquoi les États-Unis vont tout faire pour empêcher ces annexions? Parce qu'ils craignent qu'après cette étape, le Kremlin menace de représailles nucléaires tous ceux qui tenteront de récupérer ces territoires. C'est ce que détaille l'Institute for the Study of War. Dans un rapport qui a été publié hier, Poutine pourrait tirer parti des menaces nucléaires pour dissuader une contre-offensive ukrainienne dans les oblasts annexés de Kherson, Zaporijia, Donetsk et Louhansk. Il peut déclarer que la doctrine russe autorisant l'utilisation d'armes nucléaires pour défendre le territoire s'applique aux territoires annexés.
Merci beaucoup, Justine Fraissinet, pour la présentation, les explications. Général Gomard, est-ce que c'est bien ça ce qui est en train de se jouer? Les troupes russes n'avancent quasiment plus. Ce matin encore, c'est le ministère de la Défense britannique qui parlait d'avancées vraiment minimes. Et du coup, les Russes se concentrent sur les acquis, consolider ce qu'ils ont sous la main. Je pense qu'il y a une certaine stabilisation du front, même si de mon point de vue et d'après ce qu'en disent certains analystes, les forces russes sont un peu plus nombreuses aujourd'hui que ne le sont les forces ukrainiennes après les prises de Severodonetsk et de Lysychansk, dans lesquelles les troupes ukrainiennes ont perdu quand même pas mal de gens et du matériel lourd. Oui, après, on ne va pas plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, on entérine de fait cette prise de guerre en annexion. Et je pense qu'effectivement, après, c'est pour dire c'est chez nous et on défend. Et si vous nous attaquez, on considère que donc, vous attaquez la Russie. Et c'est la Russie qui rentre en guerre. Pour l'instant, on reste dans une opération militaire spéciale. On n'est toujours pas rentré dans une guerre, au sens... selon la Russie, en tout cas. Selon la Russie, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mobilisé, même s'ils mobilisent de manière différente, en allongeant le temps de service, en faisant signer des contrats à des jeunes conscrits, mais ils n'ont pas mobilisé en tant que tel. Donc oui, c'est un état de fait. On entérine ce qui est sur le terrain. Et l'objectif derrière, pour moi, c'est d'aller jusqu'aux limites administratives du Donbass. Peut-être qu'ils y seront à la fin de l'été ou peut-être pas, mais en tous les cas, je ne vois pas, en tous les cas aujourd'hui, lancer de grandes offensives par l'Ukraine, de mon point de vue, dont n'ont pas aujourd'hui les moyens. Alors, qu'on soit clair, l'ambassade russe aux États-Unis a réagi aux propos des Américains en disant mais c'est un pur mensonge d'affirmer que l'opération militaire russe vise à conquérir. Nous ramènerons, je cite, la paix dans les territoires libérés. Ça, c'est pour la version russe. Mais il faut être clair, ça va être terrible pour ceux qui vivent dans ces territoires, ce qui s'annonce. Vous voulez dire l'annexion? Oui. Oui, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que là aussi, c'est exactement... La menace nucléaire, par exemple, avait déjà été utilisée en 2014. Et pour la vie de ces gens, pour les gens qui sont dans ces zones-là, déjà, le plan qui est déroulé tel une partie sont partis au début de la guerre. Mais c'est une russification à marche forcée. Et ce qu'on entend aujourd'hui, en ce moment, à la télévision russe, notamment hier, une des propagandistes de Vladimir Poutine a quand même fait une comparaison en disant en comparant la situation avec un vétérinaire qui vermifuge un chat. Alors, le vétérinaire, c'est l'opération spéciale, celle de la Russie. Les vers, c'est la guerre. C'est ce qu'il faut éradiquer. Donc, les Ukrainiens nazis et dégénérés selon la Russie. Et le chat, pour le chat, c'est un nettoyage. Donc la comparaison, c'est toujours pareil. Il y a des propos, encore aujourd'hui à la télévision, en fait, de nature génocidaire. Donc le but de la Russie n'a toujours pas changé. Et ces gens, de toute façon, seront sans doute obligés de se plier à cette russification forcée pour la simple et bonne raison qu'en général, c'était pareil. D'ailleurs, les Russes ont fait la même chose en Ossétie du Sud et en Abkhazie, sauf qu'ils n'ont pas encore annexés officiellement, mais ils ont reconnu les indépendances de ces deux régions rebelles de Géorgie pour avoir accès aux services sociaux et à tout d'ailleurs, à tous les services que peut offrir une ville. Il faut avoir le passeport russe. Donc ils n'auront pas le choix. Donc ça va être terrible. La réalité, ça va être, on vous promet un monde merveilleux grâce à nous, les Russes. Vous aurez une vie meilleure. Peut-être même vont-ils mettre beaucoup de roubles sur la table pour vendre ce rêve-là. Mais la réalité, d'ailleurs, peut-être qu'on la touche déjà du doigt. J'en parlais dès ce week-end. 2 témoignages de pro-ukrainiens qui sont encore à Kherson, qui n'acceptent de témoigner que sous couvert d'anonymat parce que c'est la terreur. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Moi, je voudrais qu'on revoie à nouveau ces témoignages. Dans Libération, une femme qui dit « Ma vie est celle d'une prisonnière. N'importe qui peut se faire arrêter et disparaître pour un tatouage, un message envoyé, un j'aime sur un réseau social. » Autre femme anonyme qui témoigne et qui vit à Kherson, ce territoire qui a été repris par les Russes. « La vie n'est plus qu'une survie, dit-elle. On a peur de se retrouver sur une liste noire, d'être arrêté à un checkpoint. On ne parle plus politique au cas où un pro-russe nous entende et nous dénonce. » On a eu un rapport ces derniers jours de l'OSCE qui nous montre l'existence des camps de filtration. En somme, ça va être, on vous promet un monde merveilleux, on va vous donner des roubles, mais sinon, si vous ouvrez la bouche, s'il y a un mot plus haut que l'autre, vous pourrez aller en camp de filtration. Tout à fait, mais le gouverneur de la région de Donetsk a parlé de 10 000 personnes donc, qui ont passé ou qui se trouvent en ce moment dans ces camps. Donc, et ce sera ça la vie là-bas ?
Et bien, si l'annexion va au bout? De ceux qui seraient jugés pas assez fiables ou capables de mener une résistance se retrouveront dans les camps. Les autres seront mis au pas, effectivement, par la scolarisation des enfants, par l'accès aux services médicaux, etc. Mais il n'y aura pas de paradis. C'est-à-dire il n'y a qu'à voir les territoires de la Géorgie annexés où c'est un désastre économique et ces territoires n'ont pas repris. Il n'y a qu'à voir la situation dans les régions qui étaient, donc de Donbass, qui étaient russes depuis 2014. Donc, c'est la chute économique libre, c'est la débrouille, c'est le système D. Donc, les gens doivent s'attendre au pire. C'est bien pour cela qu'il y a une grande partie qui a quitté ces territoires. Il y a ceux qui n'ont pas pu partir ou ceux qui espéraient que la situation changerait ou qu'il faut rester pour justement qu'il y ait une résistance, qu'on puisse attendre la libération. Et donc, si tout le monde part, on quitte. Ensuite, on a ce week-end, on a parlé de la nationalisation des logements, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient propriétaires de leur logement à Mariupol ne le sont plus. Donc, et après, les titres seront donnés aussi en fonction de la docilité et en fonction de... Donc il y a beaucoup de moyens de pression et tout comme en 2014, l'Ukraine à l'époque avait déclaré que tous ceux qui avaient pris les passeports russes, on comprend très bien qu'il y a eu beaucoup de contraintes, que donc on ne les considère pas comme des traîtres à la patrie, etc. Mais il y a bien sûr aussi une partie des gens qui le font de leur propre gré. Donc après, c'est une situation qui va être extrêmement difficile pour ceux qui n'acceptent pas cette annexion, surtout. Robert Ménard. C'est difficile de faire des comparaisons, l'anachronisme, il faut faire attention, mais quand même, ça rappelle des vieilles histoires avec d'autres régimes, quand même. Ce que vous racontez là, je veux dire, ça s'appelle une annexion, ça s'appelle faire partir les gens dont on ne veut plus, ou de les mettre dans des camps qui pourraient changer de nom demain par rapport à ce qu'ils font. Bien sûr, c'est inquiétant. Et puis, c'est pas seulement inquiétant, c'est que quand on voit, c'était hier ou avant-hier, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste comme vous, la Syrie qui a reconnu les territoires occupés, d'ailleurs, qui a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, la Russie, l'Iran, la Turquie, la Syrie... Je veux dire, c'est... La Corée du Nord. Oui, la Corée du Nord. Donc, je veux dire, on ne va pas reprendre l'axe du mal et tout dont parlaient des Américains, mais ça finit par y ressembler un petit peu quand même. On a là quelque chose d'effrayant. Moi, la question générale, c'est quoi? C'est est-ce que demain, on est devant le fait accompli et on acceptera comme on l'a accepté pour la Crimée, comme on l'a accepté avec l'Ossétie, c'est-à-dire en Géorgie, comme on l'a accepté en Moldavie, parce qu'on l'a accepté. De fait, on peut faire les marioles aujourd'hui, on a accepté ça. Est-ce qu'on est parti pour accepter ça? Est-ce qu'on est parti pour dire... C'est un rapport de puissance. En fait, on est dans un rapport de... C'est-à-dire qu'on est dans un rapport de force, on est dans un rapport de puissance, c'est-à-dire que c'est celui qui gagne, en fait, sur le terrain. Qui gagne militairement, j'allais dire. Et, il ne faut pas perdre dans sa tête avant. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est... J'analyse la situation. Et on a le retour du vieil homme soviétique et des camps tels que ça existait avant, c'est-à-dire qu'en fait, on enferme les gens qui ne sont pas d'accord dans des camps, ou alors on les fait partir, et c'est le retour, effectivement, de ce que faisait Staline à l'époque, finalement. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui ne sont pas d'accord, ils sont suivis, ils sont arrêtés, pour n'importe quoi, ce que les témoignages que vous avez fait passer qui sont parus dans Libération, c'est exactement ça. Isabelle Lasserre, je voyais réagir. Oui, non, mais c'est Emmanuel Macron l'a dit carrément noir sur blanc il y a quelques jours dans son dernier discours en disant pour les Occidentaux et pour les Européens, le but est de permettre aux Ukrainiens de gagner la guerre sans nous-mêmes la faire. Toute la difficulté est là, parce que de toute façon, est-ce qu'on va supporter ça? Eh bien, je n'en sais rien, mais la ligne rouge des pays occidentaux est tracée depuis le début, tout simplement parce que la Russie est une puissance nucléaire et elle sait à chaque fois le rappeler. Donc, il y a une course de vitesse, en fait, entre, d'une part, les Ukrainiens qui doivent s'armer le plus vite possible pour essayer d'avoir une supériorité militaire contre la Russie, et puis la volonté occidentale qui, mois après mois, va commencer à s'affaiblir, parce que les Européens vont en avoir marre et qui vont sentir les conséquences économiques de cette guerre qui est au cœur de l'Europe, mais quand même assez loin pour eux. Donc c'est ça qui est très très compliqué. Mais en l'état, ces dernières heures, les mêmes sources américaines disent, on l'a vu tout à l'heure, dans les indispensables d'ailleurs,
On ne laissera pas faire. Oui, donc, alors, clairement, alors, général, ça veut dire quoi? ça veut dire des D'un point de vue sanctions. militaire, ça veut dire quoi? On ne laissera pas faire. Pardon, juste petit regard dans le rétro. La semaine dernière, la vice-première ministre ukrainienne appelait les personnes qui sont encore dans ces zones à partir parce qu'il y avait l'annonce d'une grande contre-offensive à venir, avec même des responsables ukrainiens qui disaient on a 1 million d'hommes à disposition. Beaucoup ont dit ça c'est de la démonstration de force, un coup de communication du côté ukrainien. Mais par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que les Américains, en disant on ne laissera pas faire, pourraient aider à accompagner une grande contre-offensive? Depuis le début, c'est leur message, on ne laissera pas faire. Depuis le début, ils ont donné du renseignement qu'ils continuent à donner, ils continuent à donner de l'armement en assez grand nombre, ils donnent de l'argent pour acheter des obus, des munitions, mais c'est tout. Et ce que disait Isabelle Lasserre à l'instant, c'est exactement ça, c'est-à-dire que jusqu'où ils ne laisseront pas faire. Parce que militairement parlant, les Russes conquièrent petit à petit du terrain. Est-ce qu'on va faire la guerre contre les Russes pour arrêter, ou est-ce qu'on continue à donner les armes? Par exemple, les Polonais ont donné 272 chars T-72 ou 250 chars. C'est plus que les chars de l'armée française. Il faut bien se rendre compte du volume que ça représente en réalité. C'est-à-dire que même si nous, on donnait tous nos chars, ça serait sans doute pas suffisant. Et est-ce que la France et les pays occidentaux doivent, au contraire, se désarmer et donner tout leur armement? Je ne le pense pas, sincèrement. Ils ne se désarment pas. Moi, c'est une façon de poser... Non, général, je vous respecte évidemment, et tout. Mais ils ne se désarment pas. On arme notre camp. Je veux dire, on ne fait pas la guerre par procuration, général. C'est-à-dire vous donnez des chars français? Vous donnez des chars français? Attendez, et ils servent à quoi, les chars français? À défendre la France. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On ne défend pas la France là-bas, on ne défend pas nos valeurs, on ne défend pas l'Europe. Moi, vous avez compris, ce que je prends, c'est ça. Il y a toujours des gens qui disent oui, on se désarme. Non, on ne se désarme pas. On arme des gens qui font la guerre pour nous en ce moment. Qui font la guerre pour nous. Général, les guerres, elles ne se font pas que par procuration. On ne dit pas, mais démerdez-vous là-bas, tant que vous mourrez pour nous, ça ira. Mais à un moment donné, vous le voudrez ou non... Je ne suis pas convaincu qu'ils fassent la guerre pour nous. Ils font la guerre d'abord pour eux. Oui, d'accord, mais enfin, attendez, alors il faut arrêter avec les grands discours. C'est l'Europe qu'on défend là-bas, c'est les droits de l'homme qu'on défend là-bas, c'est la démocratie face à un tyran qu'on défend là-bas, c'est une conception de l'homme qu'on défend là-bas face à M. Poutine. On ne dit plus ça. On dit, ils se démerdent, ils gagnent, ils perdent, on les aura aidés. Moi, je pense que si on perd là-bas et si on accepte, ce ne sera pas, on s'arrête là, on a le Donbass, et puis maintenant, tout va bien. On verra. Alors, malheureusement, militairement, Général et Isabelle Lasserre, général. Je pense qu'ils sont pas, les Russes n'ont pas les possibilités d'aller beaucoup au-delà de là où ils sont aujourd'hui. Je vous rappelle que les mêmes Français disaient qu'ils n'avaient même pas en tête d'intervenir en Ukraine 3 jours avant. Oh non, mais quand même, c'est russe. Général, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'étais patron d'un service de renseignement, je sais exactement ce que savaient les Français, enfin je n'y étais plus, mais enfin je devine bien ce qu'on est capable de voir ou de ne pas voir. Et effectivement, les Russes ont attaqué contre eux. Personne n'imaginait qu'ils le feraient parce que les conséquences, même pour la Russie, sont très fortes et très lourdes, et on le voit bien. Mais de là à nous donner tout notre armement aux Ukrainiens pour que les Ukrainiens fassent la guerre à notre place, je ne suis pas convaincu de ça du tout. Alors, on n'a qu'à aller la faire là-bas, la guerre, si vous voulez. Allez-y, vous êtes un homme politique. Isabelle Lasserre, ce sont les décideurs politiques qui décident. Isabelle Lasserre, c'est justement ce courage qu'ils doivent avoir à un moment donné, les décideurs politiques. Isabelle Lasserre voulait réagir, allez-y. Non, mais il y a deux choses en fait. Il y a cette guerre en Ukraine a montré aux Occidentaux et aux Européens qui, depuis 1989, la chute du mur, avaient complètement désarmé et pensaient qu'ils allaient pouvoir vivre des dividendes de la paix éternellement, que c'est pas vrai, que c'est pas comme ça que ça se passe, et que il fallait absolument remonter le budget de la défense des pays européens. C'est un petit peu en train de se faire, mais ça reste bien en deçà de ce qu'il faudrait. Voilà. Après, la deuxième question, c'est et ça peut être, c'est lié, mais c'est aussi séparé, c'est-à-dire jusqu'où les pays occidentaux veulent-ils aller ou pensent-ils pouvoir aller sans provoquer Vladimir Poutine dans ses pires retranchements pour aider les Ukrainiens. Cette question-là n'est pas tranchée, ça glisse un petit peu à chaque fois, mais pour l'instant, Joe Biden a dit depuis le début qu'il ne laisserait pas faire, et le fait est, c'est que sa ligne rouge est toujours la même, c'est-à-dire qu'on donne des armes aux Ukrainiens, mais pas suffisamment pour l'instant pour leur permettre de retourner la situation, et on ne veut pas aller plus loin pour l'instant. C'est une description de ce qui est en train de se passer. Irina Dmitrichine. Bien évidemment, je suis pour qu'on arme au maximum les Ukrainiens, qu'on leur apporte toute aide nécessaire. On peut garder les Césars en France, mais pour l'instant, personne n'attaque la France et on va tirer sur qui, si j'ose dire, alors qu'on en a besoin il y a 2000 km. Et c'est là qu'on défend aussi notre conception aussi bien de l'Europe que des valeurs, etc. Donc le combat qui se passe en Ukraine aujourd'hui, il nous concerne directement.
Oui, mais c'est pas à moi de décider. Non, mais je comprends, mais... Et je conseillerais à n'importe quel décideur politique de ne pas donner nos chars, ça c'est certain, parce qu'on ne sait jamais comment ça tourne. Une guerre commence, on ne sait jamais comment ça tourne. On sait très bien, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une alliance avec l'Iran, avec la Russie, avec la Turquie, avec la Corée, vous parlez de la Corée du Nord tout à l'heure, etc. On ne sait pas du tout comment ça se poursuit. Alors peut-être que le sol français lui-même ne sera pas attaqué, mais si jamais un pays comme la Pologne est attaqué, la France a déjà des chars en Roumanie, la France a déjà des chars en Estonie, donc prêt à intervenir. Général, vous avez raison de dire que ce n'est pas à vous, que c'est à la classe politique. Mais quand j'entends, moi, à longueur de temps, un certain nombre d'hommes et de femmes politiques ne mettre l'accent que sur les conséquences terribles qu'il va y avoir du conflit en Ukraine, que oui, on se soucie beaucoup de la liberté, mais que ce qu'ils ont en charge, c'est le prix du pétrole, c'est les conséquences pour la population et tout. Je dis, on nous prépare à des reculades et à des abandons à coup sûr. Vous pariez ? Les mêmes qui nous disent aujourd'hui, et je le dis, des camps de droite, de l'extrême droite, de la gauche, qui nous expliquent à longueur de temps, demain, regardez les conséquences qu'il y a sur la guerre en Ukraine. Oui, il y a des conséquences. Il y en aura. Il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut leur dire, oui, vous aurez des conséquences. Oui, on va y revenir tout à l'heure. Demain, vous aurez le prix à payer de cette guerre. Il y a un prix à payer des guerres. On ne fait pas la guerre, même quand c'est pas soi, quand elle se fait avec des alliés, sans qu'il y ait de conséquences politiques et de conséquences pour chacun. Mais ça, vous n'avez pas un type de la classe politique qui ose le dire clairement. Chers tous, oui, il y aura des conséquences.